Alors salut, vous êtes probablement déjà allé dans un bar, que ce soit pour boire un coup avec des potes, participer à un karaoké, regarder un match, ou que sais-je. Voilà, c'est votre vie, ça ne me regarde pas. Et donc, avec l'alcool et l'ambiance détendue, on peut être tenté de baisser un petit peu sa garde. Et c'est là que des personnes mal intentionnées risquent de profiter de vous. Rapprochez-vous, vous êtes sur Contes Féconds. Et là, on va découvrir 3 histoires de rencontres vraiment louches, bizarres, dangereuses dans un bar. Alors comme d'hab, on a trouvé de vrais témoignages chopés sur Reddit et on a rajouté des voix off pour plus d'immersion. Et au programme, ce qu'on va voir, un client qui s'intéresse d'un peu trop près à la fille du barman, un mineur qui tombe dans les griffes d'une cougar un peu trop insistante, et enfin un date qui se transforme en blackout et qui ira encore plus loin que ça. On est parti. Alors déjà, ce premier témoignage nous vient de Vries Froweim 121. C'est un pseudo qu'on va transformer en Jenny. Ce sera plus simple entre nous. Et son histoire à Jenny, elle se déroule en 2003 en Floride, alors qu'elle est âgée de 6 ans. C'est une petite fille calme, curieuse, qui passe beaucoup de temps au bar. Alors évidemment, vu l'âge, elle y va pas pour boire des coups, mais pour accompagner son père. Parce que lui, il travaille dans un bar et il est très apprécié par les motards du coin. Et d'ailleurs, le père anime des soirées sur le thème des motos tous les vendredis. Bref, Jenny aime bien l'accompagner parce que là-bas, elle ne s'ennuie jamais. Parce qu'en effet, tous les motards adorent Jenny. Certains lui apportent régulièrement des cadeaux, ils prennent souvent de ses nouvelles. Jenny a même son motard préféré qu'elle appelle Tonton Teddy. En fait, lui, c'est un ancien militaire qui mesure environ 2 mètres pour 180 kilos. Une sorte de buffle en fait, quoi. Bref, il est fan de sa Harley, de ses cigares et il est très ami avec les parents de Jenny. D'ailleurs, depuis des années, il apporte chaque semaine du chocolat ou une peluche à Jenny. Bref, en fait, pour elle, c'est vraiment comme quelqu'un de sa famille, quoi. Et un soir, Jenny, elle assiste à la soirée moto du vendredi. Mais dès 20h, là, elle tombe de fatigue. Mon père a l'habitude de mettre un matelas gonflable à l'arrière du restaurant, et lui ou Teddy viennent me voir toutes les 15 minutes à peu près pour s'assurer que tout va bien. Ce soir-là, je dors profondément quand je sens une main sur mon épaule. Je me réveille et je vois un homme que j'avais déjà aperçu dans le bar. Contrairement aux autres clients, il est pas habillé en motard. Mais il a pas l'air particulièrement effrayant. Il m'explique en souriant qu'il s'appelle Sean, que c'est un ami et que mon père lui a demandé de me ramener à la maison. Bon, là, les parents de Jenny lui ont répété 1000 fois de ne jamais parler à un inconnu. Sauf que là, le gars n'a pas l'air d'être un inconnu. Donc, elle lui fait confiance et elle commence à suivre ce Sean vers le fond du parking. Il s'est garé à l'arrière du restaurant, à un endroit discret où personne ne passe. Là, Sean ouvre la porte d'une vieille voiture et bizarrement, en fait, tous les sièges sont entièrement recouverts de bâches en plastique. C'est quand même vachement étrange. Alors, avec le recul, des années plus tard, Jenny s'est dit que si le gars avait mis du coup ces trucs en plastique là-dessus, c'était pour qu'il n'y ait aucune trace d'ADN, vu ce qu'il allait lui faire, quoi. Mais bon, là, sur l'instant, elle a 6 ans, elle capte rien du tout, elle se doute de rien d'ailleurs, elle s'assoit sagement. Sean démarre et il commence alors à s'éloigner dans la bagnole. Mais à ce moment précis, l'oncle Teddy sort du bar, l'air assez inquiet. Et là, il aperçoit la voiture qui s'éloigne. Là, Jenny lui fait un grand sourire, sans se douter qu'elle est en train de se faire enlever. Bon là, l'oncle Teddy, il comprend tout de suite, il court jusqu'à sa moto et il prend en chasse la bagnole. Sean remarque rapidement qu'il est suivi, il appuie à fond sur l'accélérateur. Mais quand je me retourne, je vois que l'oncle Teddy gagne du terrain et se rapproche de nous. Finalement, Sean freine d'un coup et s'arrête sur le côté. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait pas s'échapper. Il me dit très calmement de sortir de la voiture, et moi je comprends pas encore tout, mais j'ai clairement peur à ce moment. Alors je sors et je cours vers Teddy. Là, Sean redémarre immédiatement et s'enfuit dans un crissement de pneus. Teddy rassure alors Jenny, puis il rentre au bar directement sur sa moto. Alors entre-temps, la police est arrivée et elle encercle la zone autour du bar. Et là, Jenny, elle aperçoit son père en train de pleurer et de hurler sur le trottoir. Elle court vers lui, elle le serre dans ses bras de toutes ses forces. Et la suite semble interminable à Jenny. Elle parle aux policiers, à son père, elle va au commissariat, elle parle même à un dessinateur de portraits robots. Et pendant tout le long, Teddy ne la quitte pas d'une semelle. Et puis finalement, il rentre chez eux vers 2h du matin. Un avis de recherche est lancé sur la voiture de Sean, qui était en fait un véhicule volé. Et le portrait robot de Sean est affiché un peu partout dans la ville. Quelques jours plus tard, la police montre une liste de plusieurs suspects à Jenny. Mais elle le reconnaît sur aucune des photos. En tout cas, le temps passe, beaucoup de temps passe, et 8 ans plus tard, Jenny a alors 14 ans et son père décide qu'elle peut connaître la fin véritable de l'histoire. En fait, Sean, c'était un client régulier du bar. Apparemment, il préparait son coup depuis plus d'1 mois. Il connaissait mon nom, celui de mon père, il savait que le vendredi soir, je dormais sur un matelas à l'arrière, il savait même la fréquence à laquelle l'oncle Teddy et mon père venaient me surveiller. Il en a profité entre 2 visites. En tout cas, depuis, la police n'a jamais retrouvé ce Sean. Par contre, Jenny a appris plus tard que tous les motards du coin sont partis à sa recherche. Et d'après le père de Jenny, ils l'ont trouvé et ils se sont fait justice eux-mêmes.
Alors Jenny, elle ne sait pas s'ils l'ont tabassée ou peut-être pire, d'ailleurs elle a pas trop envie de le savoir. Alors aujourd'hui, elle est toujours amie avec Teddy et cette histoire est heureusement loin derrière elle. En tout cas, nous, pour notre prochaine histoire, la victime ne pourra compter sur personne pour l'aider. Alors, ce deuxième témoignage est raconté par un certain Tommy, 87. Et en 2007, il retourne dans sa ville natale, au nord de l'Angleterre, pour rendre visite à ses parents. Sauf qu'un soir, Tommy décide d'aller boire un verre au pub avec un vieil ami d'enfance, sachant qu'à l'époque, il a 17 ans et son ami en a 19. Mais bon, même s'il est mineur, Tommy sait qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour aller boire de l'alcool, parce que les bars du coin, en tout cas, ils sont pas trop regardants sur tout ça. Bon, là, les deux potes enchaînent les pintes et après quelques heures, ils sont complètement bourrés. Et ils décident alors d'aller poursuivre la soirée dans la seule boîte de nuit de la ville. Sauf que là, ils se font recaler par le videur. En même temps, ces deux mecs, ça fait peut-être un peu moins rêver, on sait pas. Alors du coup, ils avancent un peu dans la ville à la recherche d'autre chose. Et là, ils tombent sur un bar disco qui passe de la musique à fond. Quand on entre, on a un peu l'impression que tout le monde s'arrête et nous regarde. L'âge moyen doit être d'au moins 40 ans. Mais il y a quand même quelques filles de notre âge, alors on décide de rester. On se pose à table avec une pinte. Il fait assez sombre, mais on distingue des groupes de filles de l'autre côté du bar. Avec mon pote, on est toujours bien bourré et on a envie d'aller leur parler. Quand tout à coup, la porte des toilettes femmes, à côté de nous, s'ouvre. Et là, en fait, c'est une jolie femme qui sort des toilettes. Et en passant devant la table de Tommy, elle s'arrête et elle les observe de haut en bas. Et notamment, elle fixe Tommy en particulier. Waouh, je vous avais jamais vu ici avant, les gars. T'es un beau garçon, toi? Bon, elle dit juste ça, elle retourne s'asseoir à une table un petit peu plus loin. Tommy et son pote se regardent en riant de ce qui vient de se passer. Trop marrant, quoi. Bon. Puis là, Tommy va reprendre un verre au bar, tandis que son pote tente d'aller parler à un groupe de filles. Là, la jolie femme de tout à l'heure rejoint Tommy au bar et se place à côté de lui. Presque d'ailleurs un peu trop proche. D'ailleurs, il est pas trop à l'aise avec ça. Alors là, sur l'instant, comme il fait sombre avec toutes ces petites lumières, il sait pas trop déterminer son âge, mais il se dit que peut-être qu'elle a la vingtaine. Et bon, il est pas trop sûr, quoi. En tout cas, elle continue à le draguer, et d'ailleurs, elle lui propose carrément de venir finir la soirée chez elle. Une femme entreprenante, quoi. Bon, Tommy, il est un petit peu pris au dépourvu. D'ailleurs, elle va vite en besogne, elle est quand même vachement autoritaire. Ça le déstabilise, quoi. Il a pas l'habitude de ça. D'ailleurs, il bégaye un petit peu quelque chose du genre qu'il aimerait bien, mais que son père attend qu'il rentre, quoi, tu vois. D'ailleurs, il se sent un peu ridicule. Je suis là, un jeune homme de 17 ans, bourré. Une jolie fille avec plus d'expérience me propose de rentrer chez elle, et je dis non. Mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Je cherche mon pote du regard et je l'aperçois en train d'embrasser une meuf dans un coin du bar. Il a pas perdu son temps, lui. Je me sens de plus en plus bourré. Finalement, je craque. J'accepte d'aller m'asseoir à la table de cette jolie inconnue. Bon, du coup là, Tommy se place face à elle et rapidement, il sent quelque chose sous la table. Et en fait, elle est en train de faire glisser son pied de haut en bas sur sa jambe en lui souriant. Bon, Tommy est un peu nerveux, il se dit j'ai quand même que 17 ans, calmons-nous, quoi. Lui, il fixe un petit peu son verre nerveusement comme ça. Elle se penche vers lui et elle lui chuchote à son oreille. Tu sais que j'adore le goût des jolis garçons. Bon, là, Tommy craque pour de bon, il se dit « Ok, bon, elle m'a un peu chauffé, j'y vais ». Elle l'attire alors dans un taxi et il part chez elle, sans même prévenir son pote. Vraiment, c'est en mode solo, quoi. Là, le taxi s'enfonce dans le quartier le plus pauvre de la ville et ils arrivent enfin sur place après 10 minutes de trajet. Bon, là, ils arrivent sur place, ils rentrent chez elle et là, la femme propose à Tommy de s'asseoir dans le salon le temps qu'elle aille payer la babysitter. Elle a peut-être pas 20 ans, quoi. D'ailleurs, Tommy est quand même plutôt sous le choc d'apprendre qu'elle a des enfants. Mais en même temps, quand il observe un peu mieux cette maison, là, il comprend. En fait, cette femme n'a pas seulement quelques années en plus que lui, mais elle a au moins la trentaine. Je me dis que ça a pas tellement d'importance, je la trouve vraiment belle et je suis complètement bourré. La babysitter me passe devant en sortant. Elle a l'air aussi jeune que moi, je sens qu'elle me juge. Puis on m'appelle depuis l'étage de la maison. La jolie femme me demande de fermer la porte à clé et de la rejoindre. Bon là, Tommy avale sa salive et obéit. Quand il arrive en haut des escaliers, elle l'attend devant la porte d'une chambre. Là, il s'approche et il aperçoit 2 enfants d'environ 4 et 8 ans. Marc, Luc, dites bonjour à Tommy. C'est le nouveau petit ami de maman. Là, vous imaginez bien, Tommy est quand même un petit peu sous le choc. Ça va un peu vite, tout ça. D'ailleurs, il sait pas quoi répondre. Bon là, la femme lui demande d'aller l'attendre en bas. Là encore, il obtempère, quoi. D'ailleurs, il peut plus vraiment faire marche arrière, alors autant essayer d'en profiter un maximum. Et du coup, après 15 bonnes minutes, elle descend en sous-vêtements sexy. Et je vous passe les détails, mais ils font directement l'amour dans le salon, à même le sol. Puis il s'assoit dans le canapé, et là, Tommy repense aux enfants, et il se sent un peu mal à l'aise, et il se dit comment il pourrait s'échapper d'ici. Finalement, elle va dans la cuisine pour faire du thé, et il se dit parfait, c'est l'occasion de se barrer. Du coup, il commence à se rhabiller, mais il a juste le temps de mettre ses sous-vêtements quand son téléphone reçoit une notif.
Et là, c'est son pote qui lui demande où il est. Logique. Pendant que je lis le message, je sens la femme s'approcher et se coller derrière moi en silence. Elle est toujours complètement nue, mais je sens quelque chose de froid et de métallique contre ma gorge. C'est un putain de couteau. Là, la femme se penche vers Tommy. Alors comme ça, tu pensais pouvoir me baiser et t'enfuir? Tu sais quoi? Quand je disais que j'aimais le goût des beaux garçons, je parlais du goût de leur sang. Bon là, à ce moment-là, Tommy a une grosse montée d'adrénaline et sans réfléchir, il rejette sa tête en arrière aussi fort que possible. Il lui met un coup de boule directement à la nana. Elle tombe, elle, sous le choc. Là, il sprinte vers la porte de sortie et il tente de la déverrouiller parce qu'elle était fermée à clé. À ce moment-là, la femme, du coup, elle se relève, elle récupère le couteau, elle lui court après. Tommy, à ce moment-là, arrive à s'en sortir et il se précipite dehors dans la nuit et le froid. Là, il est juste en caleçon, ses vêtements, son portefeuille, son téléphone sont restés sur place. Mais il a qu'une chose en tête, courir, même s'il sait pas où il est. Heureusement, il sait quand même que sa tante habite à environ 3 km d'ici. Il y va en essayant de sprinter au mieux, en courant, et il finit par arriver sain et sauf chez elle, et l'histoire s'arrête ici. Alors, on ne sait pas si Tommy a prévenu la police, mais en tout cas, son pote, il a eu quand même du mal à croire son histoire. D'ailleurs, j'imagine qu'aujourd'hui, Tommy est un petit peu plus prudent et qu'il ne suit plus n'importe quel inconnu qui lui propose de passer chez elle. En tout cas, qu'est-ce qui lui serait arrivé, du coup, s'il avait pas bougé, quoi, en fait? On sait pas. C'est un peu particulier, j'avoue. En tout cas, dans notre prochaine et dernière histoire, la victime, elle, va également tomber dans un piège, mais elle va s'en sortir beaucoup moins facilement. Alors, cette dernière histoire est racontée par une certaine Pessaz sur Reddit. D'ailleurs, ça se passe également en Angleterre vers la fin des années 2000. Et à l'époque, Pessaz essaie de faire de nouvelles rencontres. Et un jour, elle se rend dans un bar à bière avec son amie Anne. Là, au cours de l'après-midi, elles font la rencontre d'un certain John. Ils mangent ensemble, ils se paient des tournées chacun leur tour. Le courant passe bien entre Pessaz et John. D'ailleurs, globalement, ils s'entendent bien, ils rigolent ensemble. Et puis, la nuit tombe, et là, ils sont tous les trois très bourrés, quoi. Mais bon, comme ils s'amusent, John propose quand même de leur payer encore une tournée de bière. La dernière chose dont je me souviens, c'est John qui va au bar pour nous payer une tournée. Puis, je me réveille le lendemain matin dans mon lit. Mon visage me fait mal et je vois du sang partout sur mes draps. Je commence à paniquer parce que je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé entre-temps. Je sais pas d'où vient le sang, pourquoi j'ai mal, alors je me lève difficilement et je me regarde dans le miroir. Là, le visage de Pessaz est dans un sale état. En fait, on dirait qu'elle s'est battue, quoi. Elle a un œil au beurre noir, une lèvre fondue, la moitié du visage égratigné. Vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne comprend rien du tout. D'ailleurs, elle a aucun souvenir. Là, en sortant de sa chambre, elle aperçoit John complètement nu, en train de dormir sur son canapé. Là, Pessaz lui hurle dessus en exigeant qu'il explique ce qui se passe. Bon, là, John se réveille et calmement, il lui dit que elle était complètement saoule. En fait, elle bafouillait, elle trébuchait partout. Et finalement, elle serait tombée sur un banc et se serait violemment cogné la tête. Alors, il a appelé un taxi, il l'a ramenée chez elle comme un ange gardien. Bon, Pessaz est plutôt perturbée parce que elle se dit c'est quand même bizarre, elle se souvient vraiment rien de rien, quoi. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'elle boit beaucoup et honnêtement, les autres fois, elle avait pas eu de blackout, quoi. Bon, là, tout à coup, elle se sent mal, elle court vomir directement aux toilettes. Là, John, en tant qu'ange gardien, il prend soin d'elle toute la matinée. Puis, Pessaz finit par manger un petit truc et elle finit par se sentir un peu mieux. Là, la journée passe et John lui propose de l'inviter à dîner chez lui le soir même. C'est une sacrée chance que John veuille encore passer du temps avec moi après ça. J'ai vraiment tout gâché en me saoulant et en me ridiculisant hier. Ce serait l'occasion de mieux faire connaissance en partant sur de meilleures bases. Alors j'accepte son invitation, bien sûr. À ce moment, je suis encore loin de me rendre compte qu'il me ment et me manipule. J'étais encore assez naïve à l'époque. Bon, là, John conduit Pessaz jusqu'à chez lui et chez lui, c'est une petite caravane, quoi, au milieu d'un parc de caravanes. Bon, là, elle est un peu perturbée, elle se dit mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Elle s'assoit dans la pièce principale, on va dire, pendant que lui il cuisine, et puis il discute de tout et de rien. Sauf que Pessaz, elle peut pas s'empêcher de trouver que l'ambiance est un peu flippante ici. Et elle se demande d'ailleurs pourquoi elle a accepté de venir, surtout après ce qui s'est passé. Donc, elle décide de juste rester manger, puis une fois que ce sera fait, elle lui dira sans doute que, il est temps pour elle de rentrer chez elle et de se barrer. En tout cas, c'est ce qu'elle projette. Bon, en tout cas, là, John, donc son ami, on va dire, il est toujours en train de cuisiner. Elle est un peu dans ses pensées. Et là, lui, il le sent et il lui dit « Comment ça va? Tu te sens comment ?» Et elle, sans trop réfléchir, un peu du tac au tac, elle lui répond que, en fait, elle a l'impression d'avoir été droguée hier soir. Et là, tout à coup, John, il pète les plombs, il devient complètement fou et il se met à lui hurler dessus. Improbable. Et là, il lui dit « Mais comment tu oses m'accuser de t'avoir drogué? C'est pas possible, nanana, nanana. » Il lui dit aussi qu'il est en liberté conditionnelle pour violence conjugale et que elle fait tout pour essayer de le renvoyer en tôle avec ses mensonges. Alors, évidemment, sur l'instant, en fait, Pessaz, elle apprend des trucs. Elle le savait même pas. Elle savait pas qu'il était en liberté conditionnelle. D'ailleurs, elle ne l'a pas accusé de l'avoir drogué. Elle dit juste, j'ai eu le sentiment d'être drogué. Donc, vraiment, John, il se grille tout seul, quoi.
John commence à choper des objets dans sa cuisine et à les fracasser. Il jette des assiettes contre les murs, il éclate son grille-pain par terre. Je me lève en disant que je ferais mieux de partir quand soudain il se jette sur moi. John me pousse aussi fort qu'il peut et je tombe sur les genoux. Il se met à me frapper en criant que je ne vais aller nulle part. Il se situe entre moi et la porte d'entrée, je vois pas d'issue de secours. Bon là, Pessaz fait demi-tour et elle se précipite dans une pièce de la caravane au hasard. Là, elle claque la porte, elle ferme à clé, elle se met devant la porte pour empêcher John de la défoncer. Là, elle se rend compte alors qu'elle est dans une petite chambre sans fenêtre et elle est coincée. John frappe contre la porte et l'insulte de tous les noms. Là, Pessaz lui crie de partir et au bout d'un moment, John s'arrête. Puis tout à coup, on entend des gros boum 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 et des tremblements parce qu'il tente en fait de défoncer la porte avec quelque chose. Là, Pessaz est terrifiée, elle essaye de résister de tout son poids en s'appuyant contre la porte, comme si sa vie en dépendait. Et là, les coups continuent encore et encore. Puis, à un moment, John semble se fatiguer, et puis Pessaz l'entend s'éloigner vers le salon. Bon, elle reste alors assise, dos à la porte pendant au moins encore 1 heure, complètement morte de trouille et en pleurant. Et puis, à un moment, elle entend la télé s'allumer. En fait, John est tranquillement en train de regarder la télé, posé, tranquille, comme si de rien n'était. Là, Pessaz, elle ressent une grosse montée de colère et d'adrénaline. Elle ouvre alors très lentement la porte, sauf que pour atteindre la sortie de la caravane, elle doit forcément passer devant John. Bon, là, elle réfléchit à comment se tirer de là, quand elle se souvient enfin avoir aperçu une porte arrière. Là, elle se glisse silencieusement dans le couloir, en priant pour que cette porte soit ouverte. Effectivement, la porte n'est pas fermée à clé. John n'a même pas pensé à la verrouiller. Je me faufile dehors en refermant la porte derrière moi. Puis je me mets à courir en pleurant. Je n'ai aucune idée d'où je suis, il fait nuit noire, je ne connais pas cette partie de la ville. Je trouve alors une cabine téléphonique. Mon porte-monnaie et toutes mes affaires sont restées dans la caravane, mais j'ai quand même quelques pièces dans ma poche. Je téléphone à Anne et je lui demande de venir me chercher en urgence. Bon là, finalement, son amie Anne arrive enfin, elle réussit à la localiser, Pessaz monte dans la bagnole et elle pleure pendant tout le trajet, mais finalement, elle finit par rentrer saine et sauve chez elle. Et là, le lendemain, elle consulte son téléphone qu'elle avait laissé ici, ce qui est quand même improbable. Elle n'avait pas pris son téléphone avec elle. Et elle a reçu environ 50 SMS de John. Le gars était légèrement toxique, on va dire, c'est un peu le terme. Et il lui écrit des belles choses comme le fait de balancer un cocktail Molotov sur sa maison ou tuer toute sa famille. Et quand il la croisera un jour dans la rue, il lui dit qu'il la poignardera à mort et qu'il ira volontiers en prison si c'est pour lui avoir fait la peau. Bref, Pessaz est terrifiée en lisant ça. Elle veut juste oublier cette histoire. À ce moment-là, elle fait un truc qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire supprimer tous les messages parce qu'on supprime les preuves en faisant ça. Mais bon, en tout cas, dans les jours suivants, elle reçoit encore des SMS complètement délirants de John. Un jour, il menace de la tuer. Un autre jour, il dit qu'il l'aime et qu'il est désolé. Complètement taré, quoi. Là, Pessaz supprime encore ses SMS et finit par changer de numéro. Et depuis, heureusement, il a rien mis à exécution et elle n'a plus entendu parler de ce John. D'ailleurs, elle n'a jamais parlé à personne de ce qui lui était arrivé, même pas à Anne, même pas à la police. Et d'ailleurs, de son côté, Anne, elle avait aussi fait un blackout après leur première soirée au bar. D'ailleurs, dans la nuit en question, durant le blackout, son petit ami à Anne avait reçu un SMS vocal complètement incohérent de sa part, et dans lequel Anne, elle ne faisait que crier et pleurer. Il l'avait alors récupéré alors qu'elle était en train d'errer dans une rue. L'air complètement perdu, complètement déboussolé. D'ailleurs, on ne saura jamais, je pense, exactement ce qui s'est passé ce soir-là. Même si tout porte à croire que John, un petit peu susceptible, les a probablement drogués avec du GHB ou un truc du style. D'ailleurs, on peut aussi se demander si les blessures de Pessaz au réveil ne seraient pas juste des coups donnés par John. En tout cas, Pessaz, elle le sait, elle aurait dû prévenir la police, notamment pour éviter que ce gars complètement maboule passe à l'action à tout hasard ou même fasse d'autres victimes. Sauf que bon, elle avait peur des représailles, peur que la police n'intervienne pas, que ça l'énerve encore plus, et en même temps, elle voulait vraiment passer à autre chose et oublier. Très clairement, c'est une chance qu'elle ait pu s'enfuir de cette caravane. Eh bien, écoutez, voilà pour nos histoires du jour. En tout cas, si vous avez déjà eu des expériences pas ouf dans un bar, n'hésitez pas à les raconter en commentaire. Je pense qu'on adore ça, du coup, comme ça permet d'entretenir et d'aller plus loin que la vidéo. Voilà, écoutez, moi, je n'ai pas eu ce plaisir, on va dire, du coup, là, d'avoir des expériences cheloues dans un bar. Je pense que je n'y vais pas assez. Bon, voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à la prochaine et bonne nuit.